Oui, un système de charge ponctuelle génère un potentiel au voisinage de ces charges-là, mais il reste que, disons que je prends un système de charge, donc trois charges, Q1, Q2, Q3. Pour bien comprendre, ce que je vais faire, c'est que je prends juste des charges positives. C'est assez simple de se l'imaginer. Je prends trois charges positives. Ben, si je laisse le temps évoluer, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ils vont se repousser. Donc, les trois charges devraient se ramasser, devraient s'éloigner de plus en plus. Ils devraient acquérir une... En fait, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont accélérer. Puis même si leur vitesse initiale est nulle, ils vont acquérir une vitesse finale qui va augmenter, une énergie cinétique finale qui sera non nulle. Pourquoi, en fait, les charges passaient d'une énergie cinétique initiale nulle à une énergie cinétique finale qui est non nulle? Bien, il faudrait absolument que cette énergie cinétique-là provienne de l'énergie potentielle qui est contenue dans le système. Nécessairement, ce système-là va posséder l'énergie potentielle. Si les charges sont positives comme ça, l'énergie potentielle va changer en énergie cinétique, donc les charges vont accélérer. Et si j'avais des charges négatives, disons deux charges positives puis une négative, ben, l'énergie cinétique pourrait être en termes de vitesse de répulsion ou d'attraction. Au bout de la ligne, ce qui arrive, c'est qu'il y a de l'énergie cinétique qui apparaît dû au fait que l'énergie potentielle, elle, va changer, va diminuer. Donc, ce qu'on sait en fait, c'est que la relation entre le potentiel et l'énergie potentielle, c'est celle-là. Donc, l'énergie potentielle, c'est Q, la valeur de la charge, fois le potentiel dans lequel cette charge-là se trouve. Donc, si je prends juste deux charges, ce système-là de deux charges possède l'énergie potentielle. Je veux dire U1,2, l'énergie du système charge 1, charge 2, bien, je peux le voir comme si c'était Q1 qui interagit avec le potentiel de la charge 2, ou encore comme si c'était Q2 fois le potentiel de la charge 1. Donc, dans un cas ou dans l'autre, donc évidemment, R12 correspond à la distance entre les charges. Donc, Q fois V2, ou encore Q2 fois V1. Le calcul donne la même chose. Donc, l'énergie potentielle de ce système-là, en joules, ben, c'est K fois le produit des charges divisé par la distance entre les charges. C'est aussi simple que ça à faire. Puis que je fasse le calcul d'une façon ou de l'autre, j'ai le même résultat. Puis ce qui est important de dire ici aussi, c'est que là, Q1 et Q2, il n'y a pas de valeur absolue. C'est vraiment les valeurs qui doivent tenir compte des signes. Donc là, pour deux charges positives, ben, j'aurai une énergie potentielle qui est positive. Mais si j'avais une charge négative ici, par exemple Q2 négatif, ben, mon énergie potentielle serait négative. Ça fait toute la différence. C'est ce qui fait en sorte que les charges vont s'attirer ou se repousser finalement. Bon, maintenant, si je prends trois charges, ces trois charges-là, je vais avoir trois distances. Donc, la distance R12, la distance R13, la distance R23. Il faut voir le système comme étant, en fait, j'ai trois charges, mais en termes d'interaction, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir trois possibilités d'interaction. Donc, je vais avoir comme possibilité l'interaction entre la charge Q1 et Q2, entre la charge Q2 et Q3, puis entre la charge Q1 et Q3. Donc, en fait, en termes d'énergie potentielle, je vais avoir trois termes à calculer. Donc, je vais devoir prendre U12, U13 et U23. Donc, on fait toutes les combinaisons. En fait, autant j'ai de distances différentes, ben, autant je vais avoir de termes différents d'énergie potentielle. Donc, voilà, trois termes pour trois charges. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'ai quatre charges maintenant? Ce qu'on doit faire, c'est vérifier combien d'interactions on va avoir. Donc, entre 1 et 2, entre 1 et 3, entre 1 et 4, maintenant entre 2 et 3, entre 2 et 4, puis entre 3 et 4. Donc, je vais avoir en tout 6 interactions possibles. Donc, il suffira de développer chacun de ces termes-là pour connaître l'énergie potentielle du système. Il faut juste faire attention pour ne pas compter deux fois la même interaction. Donc, si par exemple, je calculais, disons, U12, puis U21, ben, c'est pas bon, parce que dans le fond, je compte deux interactions, ce qui n'est pas supposé, là. C'est seulement une fois qu'on va le compter. Donc, maintenant qu'on peut calculer le potentiel électrique d'une charge ponctuelle, donc Q sur R, ben, on pourrait calculer le potentiel électrique d'une distribution continue de charge. Donc, par exemple, si on prend une tige,
bien, cette tige-là, si elle est chargée, on va avoir un potentiel autour de cette tige-là. C'est plus simple de calculer le potentiel électrique d'une distribution continue de charge que de calculer le champ électrique. Encore pour la même raison, c'est que le potentiel il est scalaire. Donc, je n'ai pas de vecteur UR à aller déterminer. Donc, je vais prendre une tige ici de longueur L, puis je vais m'arranger pour que ma tige soit centrée sur l'origine, en fait, l'axe des Y. Donc, l'axe des Y passerait au centre de ma tige. Donc, j'ai moins L sur 2 à gauche, L sur 2 à droite. J'ai un point ici, le point P. Ce point-là, je veux connaître le potentiel électrique généré par ma tige. S'il me trouve à une certaine distance R de ma tige sur l'axe central. Tiens, j'ai changé la couleur du point P, c'est plus beau. Donc, comme on l'a fait pour les distributions continues de charge pour le champ électrique, c'est très semblable, vous allez voir. Là. Si je prends cette tige-là, puis en fait, je ne sais pas c'est quoi le potentiel d'une tige, mais ce que je sais par contre, c'est que si je la divise en plein de petits morceaux, chacun de ces petits morceaux-là va générer un potentiel comme une charge ponctuelle. Donc, je vais prendre un morceau ici de ma tige qui contient une charge dQ. Bon, ce petit morceau de tige-là sera contenu sur une distance dx à une position x. Si je veux calculer le potentiel électrique au point P de cet élément de charge dQ-là, ce que j'ai besoin de connaître, c'est la distance R au point P. Parce que je sais que pour chaque élément de charge dQ, je vais avoir un élément du potentiel total dV. Donc, si je veux avoir le potentiel total, je dois faire l'intégrale des dV. Mais là, comme d'habitude, j'ai le même problème. Je dois intégrer. Sur quoi j'intègre? Donc, ma tige va de moins L sur 2 à L sur 2 sur l'axe des X. Donc, je voudrais intégrer par rapport à l'axe des X. Mes bornes, moins L sur 2 à L sur 2. Donc, je dois changer R et dQ par une expression de X. R, ça va bien. Donc, par la relation de Pythagore, ce qu'on a comme d'habitude, c'est que R, c'est l'hypoténuse. J'ai X et j'ai R majuscule ici. Donc, je peux faire la racine pour trouver la valeur de R. Donc, je peux remplacer R minuscule par une expression de X qui est parfait. Maintenant, dQ, allons-y avec la densité linéaire de charge. Donc, je sais que dQ égale à lambda dx. Donc, mon potentiel devient maintenant ce simple calcul-là. Donc, la valeur de K et de lambda, c'est des constantes. Et comme d'habitude, ce que je peux faire, c'est aller voir dans le manuel pour trouver la réponse à cette intégrale-là. Évidemment, elle est un petit peu plus compliqué, celle-là. J'ai un ln, mais bon. Donc, je vais intégrer, donc je vais évaluer l'expression à L sur 2 et à moins L sur 2. OK, ça fait une longue équation. Il faut juste se rappeler que quand on a une différence de ln, on peut faire une division de ce qu'il y a dans le ln. Et on retrouve une expression pour le potentiel électrique au point P. On peut toujours remplacer par après lambda par Q sur L. Et on peut aussi remplacer K par 1 sur 4pi epsilon 0. Donc, pour ce qui est de l'anneau, le disque, ou peu importe le dispositif en question, c'est le même principe. Mais comme vous voyez, c'est plus simple parce que je n'ai pas à déterminer la direction. Il n'y a pas de vecteur UR à déterminer. Donc, si on peut déterminer le potentiel à partir du champ électrique, on peut probablement faire le contraire. Partir d'une équation qui définit le potentiel dans une région de l'espace, puis en déduire le champ électrique dans cet espace-là. Donc, pour vous montrer en fait la relation, c'est certain que la démarche officielle est plus compliquée, mais je vais prendre un champ constant pour que vous compreniez bien l'idée derrière tout ça. Donc, on a vu qu'on peut calculer la différence de potentiel en faisant un produit scalaire entre le champ E et le déplacement dans le champ, avec un signe moins évidemment entre les deux. Donc, le champ électrique, en général, serait un champ de ce type-là. Donc, j'aurais une composante en X, en Y et en Z, donc j'aurais évidemment un vecteur en IJK. Mon déplacement, lui, c'est un déplacement qui a une composante en X, en Y et en Z, lui aussi. Donc, quand je fais le produit scalaire, si je le fais par composante, je vais toujours retrouver ça. Donc, je vais forcément retrouver cette expression-là pour mon delta V. Maintenant, ça, c'est une équation où, en fait, delta X, delta Y et delta Z, je peux les faire tendre vers 0. Parce que si j'ai un champ qui est non uniforme, il faut que je regarde la trajectoire comme étant des mini-parties de la trajectoire totale. Donc,
je vais faire tendre delta X, delta Y et delta Z vers 0, ce qui fait en sorte que delta V aussi va tendre vers 0, mais tout ça va changer en dx, dy, dz et dv. Je vais trouver une équation différentielle, mais cette fois-ci, elle a 3 variables, donc x, y et z. Si vous faites le cours de calcul 3, on va vous apprendre que pour ce type d'équation-là, on peut relier les coefficients devant dx, dy et dz par ce qui suit. Donc, mes trois termes, donc EX, EY et EZ, peuvent être reliés à ce qu'on appelle la dérivée partielle du potentiel électrique. Donc, pour une dérivée, normalement, c'est tout simplement D. Quand on a une fonction en plusieurs variables, donc ici, le potentiel électrique, V, là, il dépend de où on se trouve en X, Y et Z. Donc, V est une fonction qui dépend de X, Y et de Z. J'ai trois variables. Donc, le D arrondi ici, en haut et en bas, fait référence à une dérivée partielle. Ça veut dire que je vais dériver la fonction V, qui dépend de X, Y, Z, mais seulement par rapport à X, en supposant que Y et Z sont des constantes. Ici, même chose. Je vais dériver par rapport à Y en supposant que X et Z sont des constantes. Donc, on parle de dérivée partielle dans ce cas-ci. Mais ce qui est important avec ça, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que pour trouver le champ électrique, ben, je peux prendre le potentiel, je dérive en X, Y et Z, je peux trouver une composante EX, EY et EZ. Puis évidemment, une fois que c'est trouvé tout ça, ben, je peux rebâtir mon vecteur E pour mon champ électrique. Par exemple, là, pour vous montrer que ce n'est pas si compliqué que ça, je vais prendre une fonction potentielle de X, Y, Z que je vais inventer complètement. Donc la fonction, disons que c'est 3XY sur Z carré. Ce qui veut dire que si je prends le potentiel à la position, disons, 1, 1, 1, donc x égale à 1, y égale à 1, z égale à 1, ben j'ai 3 volts. Donc je remplace x, y et z par la position, puis ça me donne le potentiel à ce point-là. Ben, si je veux avoir le champ électrique à ce point-là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver EX, EY et EZ. Pour trouver EX, je vais dériver la fonction potentielle par rapport à x en considérant que y et z sont constants. Donc, c'est pour ça que j'écris une dérivée partielle. C'est un petit d arrondi. Donc, je considère y et z comme étant des constantes. Juste pour oublier le petit moins. Okay, donc, moins 3y sur z carré. J'ai la même chose pour y. Donc, je vais avoir l'expression moins 3x sur z carré pour y. Et finalement, ez. Donc, j'ai l'expression 6xy sur z3 pour mon ez. Donc, la conclusion, c'est que mon champ électrique, dans cette région-là, j'aurai un champ électrique vectoriellement, qui est une fonction de x, y, z aussi. Mais si je me place à une région, disons que je me place encore à la position 1, 1, 1, bien, je vais avoir moins 3i, moins 3j, plus 6k comme champ électrique à cet endroit-là. Donc, je peux trouver le champ électrique en tout point dans l'espace si je connais le potentiel électrique en tout point dans l'espace.